Les questions récurrentes que se pose le citoyen lambda sur la Cour pénale internationale est de savoir quelles sont ses missions. Il faut tout simplement retenir que la Cour pénale internationale ou CPI a été créée en 1998. C'est une juridiction permanente habilitée à juger les auteurs des crimes internationaux les plus graves, comme les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. La création de cette cour en 1998 est l'aboutissement d'une série de tentatives visant à mettre en place une juridiction capable de juger et de punir les auteurs des crimes cités plus haut. Chers téléspectateurs de VS News TV, nous sommes sur notre plateau de notre émission Les Grandes Questions d'actualité et aujourd'hui nous recevons M. Pascal Turlan, conseiller au bureau du procureur de la CPI. Avec lui, nous allons aborder des questions d'actualité concernant l'actualité brûlante de la CPI. Et pour cette actualité, pour un certain nombre d'observateurs, il se trouve que la Cour pénale internationale est devenue partiale. C'est ce qu'ils pensent. Vous qui êtes conseiller à cette Cour, qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs? Oui, bonjour. Et oui, bien sûr, la Cour pénale internationale est impartiale. La Cour pénale internationale est une institution qui a été créée pour être une institution indépendante. La Cour ne dépend d'aucun État, d'aucun pouvoir, d'aucun super pouvoir extérieur. La Cour est une institution judiciaire avec un mandat judiciaire qui décide, le bureau du procureur, d'ouvrir des enquêtes de façon indépendante, de façon impartiale, de façon objective, en fonction d'un droit, qui est le droit du statut de Rome, en fonction de critères qui sont rappelés, établis dans ce statut de Rome, et nous décidons par exemple d'enquêter dans une situation donnée, lorsque des crimes de notre compétence ont été commis, et lorsque ces crimes ne sont pas poursuivis au niveau national. Nous répondons à une attente de justice de la part des victimes, attente qui n'est pas recouverte par des juridictions nationales. Nous sommes là pour venir en complément et rendre la justice disponible à ceux qui la demandent. Alors même si on ne le dit pas assez, il y a tout de même une petite crise qui est née entre les dirigeants politiques africains et la Cour pénale internationale, et cela à la faveur du dernier sommet de l'Union africaine, où des voix se sont élevées pour dire que la Cour pénale internationale était raciste. Que répondez-vous à cela aussi? Alors deux choses. D'abord, évidemment, la Cour pénale internationale n'est pas raciste. Cela n'a aucun sens de dire cela. La Cour pénale internationale est une institution judiciaire. Elle a été créée par un certain nombre d'États. Aujourd'hui, 122 États sont partis au statut de la Cour pénale internationale. Parmi eux, l'un des plus gros contingents est représenté par les États du continent africain. Nous avons 34 États du continent africain. L'Afrique a joué un rôle moteur. Elle a contribué de façon déterminante à la création de la Cour pénale internationale, en réponse par exemple à l'inactivité de la communauté internationale dans les années 90, par exemple lors du génocide au Rwanda. L'Afrique a été un moteur de la création de la Cour pénale internationale. L'ancien président sénégalais Abdou Diouf, l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan ont tous joué un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du statut de la Cour pénale internationale. Le premier État ayant ratifié le statut de la Cour, le Sénégal. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, 122e État partie au statut de Rome. Si la Cour était considérée comme un problème, bien évidemment, la Côte d'Ivoire n'aurait peut-être pas ratifié. Nous avons reçu un renvoi de la part des autorités maliennes il y a un an, une demande à la Cour d'enquêter. La Cour est là pour répondre à des souffrances, pour répondre à une demande de justice. Nous entendons depuis longtemps des voix de victimes, y compris des victimes africaines. Des crimes sont commis sur le continent africain. Des victimes demandent justice. Et à cette demande, il n'est pas répondu. Il n'est pas répondu par les autorités nationales, peut-être parce qu'elles n'en ont pas la capacité, peut-être parce qu'elles n'en ont pas la volonté. Cela dépend des situations. La Cour apporte une réponse à ces victimes. Et évidemment, la Cour se doit de répondre aux attentes des victimes africaines. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, mais on se rend compte que la majeure partie des détenus de la CPI viennent du continent africain. C'est justement cela qui lève ce courroux. Est-ce que vous répondez à ça aussi? Je crois que c'est un petit peu la même réponse. Aujourd'hui, il y a une demande de la part d'un certain nombre de victimes. Les États africains ont demandé à ce que la Cour existe. Ils ont fait partie de ceux qui ont créé la Cour pénale internationale. Une fois que la Cour a été en existence, depuis le 1er juillet 2002, un certain nombre d'États africains ont demandé que la Cour intervienne sur leur territoire. Si la Cour est en République démocratique du Congo, c'est parce que les autorités congolaises lui ont demandé de le faire. Si la Cour est en Ouganda, c'est parce que le président Museveni avait demandé à ce que la Cour intervienne pour poursuivre, en particulier, entre autres, les membres de l'armée de résistance du Seigneur. Si la Cour aujourd'hui est au Mali, si elle est en Côte d'Ivoire, si elle est au Kenya, c'est parce qu'il y avait une attente, parce qu'il y avait une demande formelle des États ou une attente qui a été exprimée, qui demandait
de la justice pour ces victimes. Alors parce que, on va dire, la Cour est déjà présente dans 4 situations en Afrique, il faudrait qu'elle reste sourde aux demandes de justice de la part du Mali, par exemple, qui est le dernier État que nous ayons demandé d'intervenir. Évidemment non, la critique serait inversée, on nous dirait pourquoi n'intervenez-vous pas au Mali, le Mali vous l'a demandé, est-ce que les victimes maliennes valent moins que les autres? Non, les victimes africaines valent au moins autant que toutes les autres, ce sont des victimes et la justice est là pour leur répondre, la Cour pénale internationale est là pour leur répondre. Si la Cour avait commencé son fonctionnement au milieu du XXe siècle, la plupart des personnes dans le box d'accusés seraient des Européens. Aujourd'hui, il se trouve que la demande de justice à laquelle il n'est pas forcément répondu adéquatement est une demande qui vient de ces États-là et nous y répondons lorsque les critères du statut de Rome sont remplis et nous répondons à ces attentes des victimes sur le continent africain. Oui, alors on va revenir au cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de ratifier, si je me trompe, vous me le direz, mais je crois que la lettre de ratification vient d'arriver à la CPI il n'y a pas longtemps et Laurent Gbagbo a été transféré à la CPI alors que cette lettre n'était pas encore entre vos mains. Alors comment se fait-il que la Cour a pu intervenir rapidement en Côte d'Ivoire alors que toutes les modalités administratives n'étaient pas encore réunies? Alors, il ne faut pas faire de confusion. Effectivement, la Côte d'Ivoire a ratifié officiellement le statut de Rome en février 2013. Donc, la Côte d'Ivoire est maintenant un État parti, ce qu'on appelle un État parti au statut de Rome, à ce traité international. Cependant, il se trouve que dès 2003, l'ancien président, le président Gbagbo, avait demandé à la Cour pénale internationale, avait reconnu, ce qu'on appelle reconnu, la compétence de la Cour pénale internationale pour la situation sur le territoire ivoirien à partir du 19 septembre 2002. Donc, à partir du 19 septembre 2002, la Cour pénale internationale était compétente pour les crimes commis sur le territoire ivoirien à la demande expresse, en vertu du statut de Rome, du président Gbagbo. Le président Ouattara, en décembre 2010, a réitéré cette demande. Il a rappelé cette lettre, qu'on appelle cette déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour, qui avait été envoyée par son prédécesseur, et donc la Cour était d'ores et déjà compétente. Ce qu'a fait la Côte d'Ivoire en février 2013, c'est confirmer son engagement en faveur de la justice internationale, son engagement à ce que la justice intervienne lorsqu'elle n'est pas elle-même en mesure de le faire, et répondre aux attentes des personnes qui ont été victimes de violences, en particulier lors de la crise post-électorale en 2010-2011. Oui, M. Pascal Turlan, excusez-moi d'insister, mais alors vous avez tout à l'heure soulevé que le président Laurent Gbagbo avait déjà demandé à la Cour pénale internationale d'étendre sa compétence ou alors d'aller enquêter en Côte d'Ivoire depuis les événements du 19 septembre 2002. Alors, la célérité avec laquelle lui, il a été transféré à la CPI, alors que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, aucune procédure n'est engagée contre tous ceux qui avaient été mis en cause depuis le 19 septembre 2002, ça prête à confusion. Alors, lorsque l'ancien gouvernement avait demandé à la Cour, avait reconnu la compétence de la Cour était revenue, le bureau du procureur était revenu vers les autorités ivoiriennes de l'époque en indiquant que nous étions prêts à mener un examen, ce qu'on appelle un examen de la situation en Côte d'Ivoire, et à travailler avec les autorités ivoiriennes pour éventuellement amener en justice des auteurs de crimes de la compétence de la Cour. Il y avait eu un dialogue qui s'était instauré entre les autorités ivoiriennes de l'époque et le bureau du procureur de la Cour, et ce dialogue n'avait pas abouti parce qu'il n'y avait pas eu de réponse à certaines de nos questions. Parce que nous avions demandé à plusieurs reprises de pouvoir nous rendre en Côte d'Ivoire, de pouvoir mener à bien des actes d'examen préliminaire, de pouvoir obtenir certaines informations complémentaires, et ce dialogue n'avait pas avancé aussi rapidement que nous le souhaitions. Lorsqu'il y a eu les élections et la crise électorale, cette demande a été réitérée, le dialogue a repris dans une certaine mesure, et à partir du mois de mai-juin 2011, la Cour pénale internationale a demandé l'autorisation au juge. Nous avons, au bureau du procureur, demandé au juge l'autorisation d'enquêter, autorisation qui nous a été donnée quelques mois plus tard, et qui a abouti à l'arrestation et la remise de M. Laurent Gbagbo, parce que le bureau du procureur pense que des crimes de sa compétence ont été commis, entre autres, pas uniquement, mais entre autres, par M. Laurent Gbagbo. Le bureau enquête sur l'ensemble de la situation en Côte d'Ivoire, nous enquêtons sur l'ensemble des crimes qui ont été commis, quelles que soient les affiliations politiques, les partis, les camps auxquels pourraient appartenir les auteurs de ces crimes, nous enquêtons sur l'ensemble de ces crimes. La justice avance à son rythme, nous suivons les preuves, nous suivons les témoignages qui sont rassemblés, et lorsque nous pourrons le faire, nous demanderons évidemment d'autres mandats d'arrêt contre d'autres personnes qui nous paraîtraient responsables de ces crimes. On va revenir à la question, mais on va continuer. Je vais vous poser la question suivante. La récente décision des juges de la CPI d'ajourner le verdict de l'audience de confirmation des charges dans la procédure concernant le président Laurent Gbagbo a suscité beaucoup de commentaires et d'interprétations. En Côte d'Ivoire, ceux qui se considèrent comme les victimes de cette crise post-électorale s'inquiètent
d'une prochaine libération de M. Gbagbo, tandis que les partisans de l'ex-président exigent sa libération si les preuves contre lui ne sont pas suffisantes. Quelle lecture convient-il de faire de ce jugement? Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas être inquiet. Nous sommes dans une procédure judiciaire. La justice doit avancer, la justice doit faire son chemin, et tout ce qui se passe se déroule dans le cadre du statut de Rome et dans le cadre de la justice. Lorsqu'une procédure est engagée devant une institution judiciaire, cette procédure avance à son rythme et il faut observer et il faut garder sa sérénité. C'est devant les juges, c'est au sein de la Cour que ces questions-là doivent être débattues et certainement pas sur le terrain, certainement pas évidemment par la violence ou par des débats houleux. Il faut laisser à la justice le temps de faire son travail. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé le 3 juin? Les juges, vous savez que la procédure devant la Cour se déroule en plusieurs phases. La première, c'est les juges de ce qu'on appelle la chambre préliminaire doivent confirmer les charges qui vont être amenées pour le procès. Elles doivent confirmer qu'il y a suffisamment d'éléments pour aller au procès, pour qu'un procès puisse se tenir. Ce que les juges ont dit le 3 juin, c'est qu'ils avaient besoin de temps et qu'ils pensaient que le bureau du procureur aussi avait besoin de temps pour envisager de leur amener des éléments de preuve supplémentaires et des informations supplémentaires. Les juges ont dit au bureau du procureur et aux autres parties, ils ont dit: nous n'allons pas décider maintenant, nous ajournons la procédure jusqu'à l'an prochain, et ils se sont donnés jusqu'en mars 2014, nous ajournons la procédure pour donner au procureur la possibilité d'envisager d'amener certains éléments additionnels sur certaines questions que nous nous posons, nous les juges. Et les juges ont amené une certaine liste de questions, il y a 6 questions qui ont été posées par les juges en disant: nous aimerions savoir si telle chose s'est passée comme ça, nous aimerions plus d'informations sur tel aspect. C'est un processus judiciaire tout à fait classique. Dans n'importe quel système judiciaire, vous avez des demandes d'informations complémentaires qui sont émises par des juges à des bureaux du procureur, à des procureurs indépendants. Mais nous avons, au niveau du bureau du procureur, nous avons décidé de demander à faire appel de cette décision, parce que nous pensons, c'est un problème un petit peu technique, nous pensons que le niveau de preuve attendu de la part des juges à ce stade de la procédure ne correspond pas à ce qu'on est en droit d'attendre en vertu du statut de droit. Nous attendrons maintenant ce que vont en dire les juges de la chambre préliminaire et puis les juges de la chambre d'appel si l'appel est autorisé. Mais bien sûr, nous mettrons à la disposition des juges les informations nécessaires au moment adéquat de la procédure. Mais est-ce qu'il appartenait aux juges de donner des orientations au bureau du procureur pour enquêter? Alors c'est une des questions d'ailleurs que nous posons dans notre demande d'appel. Nous sommes prêts à répondre aux attentes des juges d'informations complémentaires et nous verrons ce que dira la chambre d'appel là-dessus. Mais une des questions sur lesquelles porte notre appel est la question de savoir si les juges pouvaient effectivement demander au procureur de déposer ce qu'on appelle un nouveau document contenant les charges, un nouveau document d'accusation en fonction d'une interprétation des faits, pas forcément en ligne avec celle que nous souhaitions faire à l'origine. Donc c'est une des questions que nous posons à la Chambre d'appel, que nous demandons à poser à la Chambre d'appel, et nous verrons ce que les juges diront sur cette question. Alors à ce niveau de la procédure, est-ce qu'il n'est-il pas possible de libérer Laurent Gbagbo en attendant que les juges puissent, le bureau du procureur puisse finir son travail? Alors la question de la détention ou de la libération d'un individu se pose de façon générale avec un certain nombre de principes. Le principe fondamental, c'est la liberté. Une personne est présumée innocente. Laurent Gbagbo, comme toute autre personne suspecte ou accusée devant la Cour, est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été prononcée par des juges, jusqu'à ce qu'il soit acquitté. La question de la détention répond à un certain nombre de critères. Les juges de la Cour pénale internationale sont les garants des droits de la défense, aussi bien que les droits du bureau du procureur, et doivent donc évaluer de façon régulière, en moyenne tous les 3 mois, un petit peu plus, en moyenne tous les 120 jours, si la détention de la personne se justifie. Et ils doivent répondre à un certain nombre de questions qui ont trait, par exemple, aux garanties de représentation de la personne devant la Cour. Donc les juges vont à nouveau se pencher sur cette question. Il est probable que la défense va leur demander, en tout cas, de se pencher sur cette question. Les juges pourront le faire de leur propre initiative si la défense ne le fait pas. Et le bureau du procureur et la défense amèneront leurs arguments pour demander de notre côté le maintien en détention ou demander la libération probablement du côté de la défense. Au niveau du bureau du procureur, nous pensons que M. Laurent Gbagbo doit rester en détention pendant la durée de la procédure parce que nous ne croyons pas à des garanties de représentation qui pourraient éventuellement être amenées par son équipe de défense. Mais nous verrons ce que les juges en diront. Qu'est-ce que vous entendez par garantie de représentation?
Alors c'est un concept également de droit assez habituel, c'est la possibilité, le fait de garantir que la personne comparaîtra au moment du procès. Il est possible de libérer une personne, ou il est possible, par exemple, comme c'est le cas dans les affaires Ruto, Sang et Kenyatta concernant le Kenya, que des personnes soient sous le régime des citations à comparaître. Ces personnes comparaissent donc libres parce que les juges ont estimé qu'il y avait suffisamment de garanties que ces personnes viennent à leur procès de façon volontaire sans qu'il soit besoin de les détenir auparavant. Donc les garanties de représentation, c'est convaincre les juges que la personne comparaîtra effectivement devant les juges lorsque ceux-ci lui demanderont, bien qu'elle soit en liberté. Alors vous pensez, il faut soyons un peu clairs, est-ce que vous pensez qu'à l'heure d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne pourrait pas revenir devant la cour s'il était remis en liberté et que le procès s'ouvrait? Alors c'est une question qui va être débattue devant les juges, et ce genre de question doit être débattue devant les juges. Je pense qu'il faut éviter toutes les interprétations qu'on peut voir flotter ici ou là, politiques, générales, sur la situation de Laurent Gbagbo devant la Cour. Nous présenterons nos arguments devant les juges s'il y a une demande de libération et si les juges étudient la libération ou la détention de M. Laurent Gbagbo. Nous pensons aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo doit rester en détention et que s'il devait être libéré, cette garantie effectivement qu'il se présente devant la Cour serait extrêmement réduite. Alors, on va continuer. Les rapports de plusieurs ONG internationales de défense des droits de l'homme accusent la CPI de cautionner la justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que aucun membre du camp actuel, le camp au pouvoir actuel, n'est poursuivi devant votre juridiction. Pourtant, ces rapports affirment bel et bien que des crimes ont été commis par les partisans de M. Ouattara. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors d'abord, je crois qu'il faut se garder de parler en termes de vainqueur ou vaincu. La justice intervient dans une situation donnée pour répondre à une demande de la part de personnes qui sont des victimes. Le bureau du procureur de la Cour enquête sur une situation où des crimes ont été commis contre des victimes et le bureau du procureur doit amener une réponse à cette attente de justice en amenant devant les juges ceux dont il pense qu'ils portent la plus haute responsabilité pour ces crimes. Lorsque le bureau du procureur amène Laurent Gbagbo devant la Cour, c'est parce qu'il pense que dans cette situation, M. Laurent Gbagbo a commis des crimes parmi les plus graves et qu'il est l'un des plus hauts responsables de ces crimes. Crimes de meurtre, crimes de viol, crimes de persécution et d'autres traitements inhumains. Le bureau du procureur, et je l'ai déjà dit auparavant, continue à enquêter. Il enquête sur l'ensemble de la situation en Côte d'Ivoire. Il enquête en priorité sur les crimes qui auraient été commis lors de la période post-électorale, entre décembre 2010 et disons avril-mai 2011. Son enquête peut également porter sur les crimes qui auraient été commis entre 2002 et 2010, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Augustin. Donc le bureau du procureur continue son travail et lorsqu'il sera en mesure d'avoir les informations nécessaires pour demander des mandats d'arrêt, il amènera cette information devant les juges et nous espérons que des mandats d'arrêt seront émis. Le bureau du procureur ne travaille pas en fonction des affiliations politiques, il ne travaille pas en fonction du camp auquel une personne se dit appartenir ou non, il travaille sur des crimes qui ont été commis, des incidents qui ont entraîné la commission de crimes. Il essaye d'évaluer qui sont les personnes responsables de ces crimes et de les amener devant la justice, quel que soit à nouveau le parti duquel ces personnes auquel ces personnes se disent appartenir. Oui, permettez-moi d'insister, M. Pascal Turlan, mais évidemment, les rapports des ONG sont clairs, je le répète, sont clairs et précis. Des personnes du camp Ouattara sont citées, notamment Soro Guillaume, Ouattao et autres. Des crimes ont été commis à Dieucoué, juste après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, quand le pouvoir a été pris par le camp Ouattara, des crimes ont été commis à Dieucoué, des personnes ont été massacrées. Et jusque-là, personne n'est poursuivi pour ça. C'est pour ça que les gens se posent la question à savoir si la justice des vainqueurs n'est pas cautionnée par la CPI. Mais je ne sais pas si vous avez entendu ma réponse à la question précédente. Je l'ai entendu. La réponse, M. Augustin. La Cour, le bureau du procureur enquête sur l'ensemble de ces crimes. Le bureau du procureur n'enquête pas uniquement sur des crimes qui seraient commis par... C'est parce que c'est le manque de dextérité dans vos enquêtes concernant le camp Ouattara qui inquiète. C'est vrai que vous enquêtez, mais les gens ont le sentiment que vous n'aboutissez pas. La justice prend du temps, le travail d'enquête prend du temps. Le bureau du procureur essaye de mener ses enquêtes de façon sereine. Les enquêteurs sont déployés sur le terrain.
Comme je l'ai dit, dès l'instant que nous aurons les informations nécessaires, nous demanderons des mandats d'arrêt. Cela prend un petit peu de temps. Je peux comprendre qu'il y ait des questions qui se soient posées à un moment en disant « Ah oui, un mandat d'arrêt à telle date, et pas d'autre mandat d'arrêt pendant une certaine période ». Nous avons été confrontés au même problème dans la plupart des situations. La justice, de façon générale, est confrontée au même problème. Il n'est pas toujours possible d'aboutir à des résultats de la manière aussi rapide que l'on le souhaiterait. Il n'est pas toujours possible d'avoir des mandats d'arrêt qui sont émis contre plusieurs personnes le même jour. Il faut du temps pour rassembler ces informations. Le contexte est parfois difficile, la sécurité des témoins impose de prendre du temps. Il faut du temps pour obtenir le niveau de preuve nécessaire. On l'a bien vu d'ailleurs. Les juges viennent de dire au bureau du procureur, prenez votre temps pour obtenir le niveau de preuve nécessaire à aller plus avant dans cette procédure et à garantir que un procès, s'il devait y avoir procès, se déroulera sur une base d'informations suffisante. Donc nous devons prendre le temps, dans le cadre du statut de Rome, de mener à bien ces enquêtes pour être sûr que les personnes que nous amènerons devant la justice vont en procès et pour être sûr que l'attente de justice des victimes soit prise en compte de façon adéquate. On notera, M. Pascal Turlan, que le bureau de la CPI a eu aussi le temps rapidement pour inculper aussi Mme Simone Gbagbo. Alors vous voyez déjà qu'il y a eu une différence entre le moment où le bureau du procureur a été en mesure d'amener les éléments de preuve qui ont permis d'émettre un mandat d'arrêt contre M. Laurent Gbagbo et le moment où ces éléments de preuve ont été suffisants, selon nous, pour aboutir à un mandat d'arrêt contre Mme Gbagbo. Vous avez bien vu que ces deux mandats d'arrêt ne sont pas intervenus le même jour. Il a fallu, nous avons continué notre travail et dans le cours de notre enquête, des informations sont apparues qui nous ont laissé penser que Mme Gbagbo était également responsable des crimes pour lesquels nous souhaitons la poursuivre aujourd'hui. Donc cela a pris du temps également et à nouveau, nous continuons notre travail et dès que possible, nous amènerons d'autres éléments devant les juges. La procureure Fatou Bensouda n'était pas à la fin de l'audience de confirmation des charges. Qu'est-ce qui explique son absence? Vous savez, dans les procédures judiciaires devant la Cour pénale internationale, comme devant n'importe quel tribunal, le bureau du procureur est représenté dans son ensemble. Madame la procureure Fatou Bensouda est le chef du bureau du procureur, mais elle n'est pas la seule personne à mener les audiences au nom du bureau du procureur. C'est parfois elle qui est à l'audience, parfois les substituts du procureur ou les procureurs qui travaillent avec elle. Donc cela dépend des agendas, des autres procédures en cours, des autres affaires en cours. Madame le procureur Bensouda doit gérer 8 situations. Il y a plusieurs procès qui sont en cours, plusieurs procédures en cours. Elle est donc présente lorsqu'elle le peut aux audiences et doit répartir et aussi demander à ses procureurs et à ses substituts de faire le travail en parallèle. Dernière préoccupation, M. Pascal Turlan, la décision de la procureure Fatou Bensouda d'abandonner les charges contre le nouveau président kenyan, juste après son association à la magistrature suprême de son pays, continue de susciter polémique et controverse. On a comme le sentiment que la CPI est manipulée par les politiques. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il faut être absolument clair sur ce point-là. La Cour pénale, le bureau du procureur n'a pas abandonné les charges contre le président Kenyatta. Le bureau du procureur a mené à bien son enquête. Les juges ont décidé de l'ouverture du procès. Le procès contre M. Kenyatta commencera en novembre 2013. Les charges n'ont pas été abandonnées. Le 12 novembre 2013, le procès se tiendra contre M. Kenyatta. M. Kenyatta lui-même, comme d'ailleurs M. Ruto, ont de façon répétée confirmé qu'ils viendraient à leur procès et que ce qu'ils souhaitaient avant tout, c'était de venir s'expliquer devant les juges, selon eux, pour laver leur nom. Et donc il y aura un procès contre M. Kenyatta. Ces charges n'ont pas été abandonnées. Je crois qu'il faut être très clair sur ce point-là. Pour terminer notre entretien, M. Pascal Turlan, le 15 juin 2012, lors de sa prise de fonction, Mme Fatou Bensouda disait, et je la cite, « Les activités et les décisions du bureau du procureur vont continuer d'être basées uniquement sur le droit et les éléments de preuve. » Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes convaincu de cette assertion? Bien sûr, la même déclaration pourrait être faite aujourd'hui, la même déclaration pouvait être faite il y a 5 ans, la même déclaration sera faite dans 5 ans si vous le souhaitez. Le travail du procureur est un travail un mandat qui lui a été donné par les États, mais qui ne dépend en aucune manière des États aujourd'hui. C'est un travail qui est judiciaire, c'est un travail qui suit les règles du statut de Rome, c'est un travail qui vise à amener devant la justice des personnes en fonction d'une loi, en fonction d'un droit. Cette loi, c'est celle du statut de Rome, c'est la loi du droit pénal international, et le bureau du procureur ne travaille et n'amène devant les juges des affaires que sur la base des éléments de preuve, des témoignages qu'il a rassemblés dans le cadre du statut de Rome. Merci M. Pascal Turlan.
Merci à vous. Oui, merci chers téléspectateurs de 20 News TV. Nous étions en compagnie de M. Pascal Turlan, conseiller au bureau du procureur de la CPI. Merci de votre fidélité et on se retrouve pour un prochain numéro.